Ils ont voulu enchaîner sa voix par 12 pages d'excuses, 12 pages d'humiliation, censées comprimer un chef d'État dans un rôle docile, pendant que des dossiers, des menaces et des conseils enveloppés de diplomatie et des caméras impatientes dictaient la ligne à suivre. Au moment où Ibrahim Traoré a déchiré ce scénario, entre le palais, la place de la Révolution et le pupitre de l'ONU, c'est la bascule d'un récit africain, de la peur héritée vers une dignité revendiquée, pour toujours. Alors, refuser de s'excuser, qu'est-ce que c'est ce que cela change vraiment, quand le monde entier vous a appris à plier? Ce jour-là, Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié un protocole, il a posé une promesse, celle qu'aucun peuple ne serait plus réduit au silence par la peur de perdre l'aide ou l'approbation étrangère. Sa déclaration n'était pas un cri de colère, mais un serment mesuré, redéfinir la dignité africaine comme une ressource, non comme une récompense. Derrière chaque mot, un risque, sanction, isolement, coupure de fonds, mais aussi une chance, celle d'inspirer des nations fatiguées, d'attendre la validation d'autrui. Car lorsque le Burkina Faso élève la voix, c'est tout un continent qui réapprend à respirer. Dans son regard, on lisait moins la défiance que la détermination tranquille d'un homme qui sait que la liberté ne se négocie pas. Alors que les chancelleries occidentales s'interrogeaient, les rues d'Ouagadougou bouillonnaient déjà d'une énergie nouvelle. Et si, cette fois, la rupture devenait un commencement? La révélation est survenue discrètement, bien avant le tumulte des applaudissements. 2 jours avant son discours, Ibrahim Traoré avait reçu un appel de Washington à 2 heures du matin, une voix polie mais chargée de menaces. On lui parlait de coopération, d'aide, d'équilibre régional. En réalité, c'était un ultimatum maquillé. Adoucissez votre ton à l'ONU ou affrontez l'isolement. Ce mini-révélateur, passé sous silence par les médias occidentaux, éclaire toute la séquence. Car derrière le calme du président burkinabé se cachait un bras de fer idéologique entre un petit État sahélien et un système qui prétend définir la bienséance diplomatique. Dans les bureaux feutrés, on évoquait l'ajustement du message. Sur les places, on parlait de trahison si le chef se taisait. Au même moment, la capitale vibrait d'une attente palpable. Les marchés bruissaient de rumeurs. Il va céder, disait-on. D'autres murmuraient le contraire. Non, il parlera. Le contraste était saisissant. Tandis que les analystes redoutaient une crise, le peuple, lui, y voyait une libération. Dans ce contexte, la présence d'Ibrahim Traoré à New York prit une signification plus vaste que le simple protocole d'un sommet annuel. Il ne portait pas seulement un dossier diplomatique, il incarnait une mémoire, celle de 4 siècles d'excuses imposées et de regards baissés. Ce n'était pas un récit de puissance, mais de réappropriation, reprendre le droit de se tenir droit. Ainsi, quand il monte à la tribune, les mots qu'il prononcera ne seront pas seulement les siens, mais ceux de tout un continent fatigué de demander pardon d'exister. Dans l'histoire récente du Burkina Faso, rares sont les figures qui ont suscité un tel élan d'identification. Ibrahim Traoré, d'abord perçu comme un officier austère, est devenu l'image d'une jeunesse refusant la résignation. Autour de lui, des visages ordinaires ont pris sens. Un ingénieur de Bobo Dioulasso réparant des radios pour retransmettre les discours. Une mère de Waïgouya cousant des drapeaux aux couleurs du pays. Des étudiants traduisant ces phrases pour les diffuser sur les réseaux. Chaque geste, minime, dessinait une cohérence. La parole présidentielle s'était muée en catalyseur social. Cette énergie nouvelle n'était pas spontanée. Elle venait d'années de frustration, de projets avortés, de promesses brisées par les mêmes programmes d'aide qui prétendaient sauver. La rupture opérée par Traoré n'a pas seulement libéré une voie, elle a libéré une méthode, se reconstruire de l'intérieur. Et, fait inédit, les premiers impacts furent visibles avant même la fin du sommet. Les places publiques
se remplissaient la nuit, non pour protester, mais pour écouter. On ne commentait pas. Un discours. On mesurait un tournant. « Nous avons cessé d'attendre », disait une femme âgée, les yeux brillants. Dans cette phrase simple se trouvait la clé de tout. Quand une population retrouve la dignité d'agir, la peur s'efface. Tout commença par une nuit sans lune, dans un palais au couloir silencieux. Ibrahim Traoré, entouré de 2 conseillers, réécoutait les enregistrements d'un appel venu de l'étranger, l'avertissement d'un allié inquiet. Les mots étaient polis, mais les sous-entendus tranchants. Il fallait adoucir le ton, préserver la stabilité. À ces injonctions voilées succéda un silence tendu, puis la décision. Le discours devant les Nations Unies ne serait pas révisé. Le lendemain, à Ouagadougou, les rumeurs s'envolèrent comme une traînée de poudre. Certains médias étrangers parlaient déjà de compromis, d'apaisement. Pourtant, dans l'ombre, une autre stratégie prenait forme. Tandis que les diplomates s'affairaient à ajuster leurs notes, Traoré convoqua son chef de la sécurité. « Combien d'agents étrangers sont encore ici ?» demanda-t-il. La réponse glaça l'air. 17 confirmés, peut-être 2 fois plus, sans identification. L'instant d'après, les lignes de communication furent sécurisées. Au lever du jour, un communiqué anodin fut transmis aux ambassades. Le président suspend ses apparitions publiques. C'était une diversion. Pendant que la presse relayait cette version, la place de la Révolution se remplissait peu à peu. Les tambours, les slogans, les visages. Tout respirait la tension d'un moment décisif. Quand il apparut enfin sur l'estrade, en uniforme, la foule éclata d'un rugissement. Il parla sans notes, sans téléprompteur. « Il croit que l'Afrique doit s'excuser pour exister », lança-t-il. Les mots frappaient comme des coups de tonnerre. La caméra de la télévision nationale tremblait sous l'émotion. Dans cette clameur, il ne s'agissait plus d'un discours, mais d'une libération collective. Quelques heures plus tard, la nouvelle traversa les frontières. CNN titrait « Le leader du Burkina Faso radicalise sa position ». À Paris, les diplomates s'interrogeaient sur la portée réelle du geste. Mais à Ouagadougou, personne n'avait de doute. Quelque chose venait de se rompre. Cette rupture fut l'acte inaugural d'une série d'événements en cascade. Les universités décidèrent d'organiser des veillées civiques. Les marchands suspendirent leurs ventes pour écouter les rediffusions du discours. Les militaires de base, souvent silencieux, affirmaient désormais qu'ils servaient un pays debout. Dans la nuit, les réseaux sociaux africains explosèrent de messages. Nous n'avons rien à prouver. Ainsi se tissa, en moins de 48 heures, un récit d'insoumission assumée. Ce qui devait être une crise diplomatique devint un acte fondateur. Et au centre, immobile mais incandescent, restait la silhouette d'Ibrahim Traoré, figure d'une génération décidée à ne plus demander la permission de parler. L'un des tournants les plus saisissants du discours d'Ibrahim Traoré fut son recours aux chiffres non pas pour illustrer la puissance, mais pour exposer l'écart. Le était clair. 43 ambassadeurs africains se sont réunis à New York, une première depuis plusieurs décennies. Ce nombre, minime à l'échelle mondiale, marquait pourtant un saut moral considérable, du silence à la parole partagée. Chaque unité comptait moins comme un vote que comme une conversion, celle d'un continent décidant que la souveraineté n'a pas besoin d'autorisation. Le deuxième indicateur vint quelques jours plus tard. 12 présidents signèrent la déclaration de New York dans les 48 heures suivant le discours. En moins de 2 jours, un texte improvisé dans une salle modeste devint un manifeste continental. Si l'on compare cette cadence au délai moyen d'adoption des résolutions africaines, souvent supérieur à 6 mois, le contraste est vertigineux. Le n'est pas seulement temporel, il est psychologique. La rapidité traduisait la clarté. Troisième repère. 6 mois après, le Burkina Faso atteignait 100% d'autosuffisance alimentaire. Derrière ce chiffre rond
se cache une révolution silencieuse, la relance des systèmes d'irrigation traditionnels et la réhabilitation de semences locales longtemps délaissées. Une croissance de 200% des rendements fut enregistrée sur certaines plaines, mais le plus fort n'était pas la quantité, c'était la symbolique. Pour la première fois, la faim cessait d'être un outil de pression géopolitique. Ces données, à première vue éparses, dessinent une progression logique. Mobilisation politique, adhésion continentale, autonomie matérielle. En moins d'un an, les indices de dépendance externe chutèrent d'environ 35%, tandis que les dépenses publiques consacrées à la sécurité alimentaire augmentaient de 20%. Se matérialisait la promesse du discours, convertir la dignité en indicateur. Mais au-delà des statistiques, c'est la perception qui changea. Dans les enquêtes d'opinion régionale, 68% des jeunes interrogés associaient désormais le mot indépendance à la notion d'action, non plus à celle de mythe. Les chiffres devenaient narration, et la narration redevenait pouvoir. Ibrahim Traoré, lui, en fit un principe. Mesurez-nous par ce que nous osons, non par ce que nous demandons. Face à la vague d'adhésion populaire, les critiques se sont multipliées. Certains observateurs occidentaux y virent un populisme dangereux, une rhétorique de rupture vouée à isoler le Burkina Faso. D'autres, plus nuancés, reconnaissaient la force symbolique du discours, tout en doutant de sa viabilité économique. Les arguments semblaient rationnels. Un pays enclavé, sans ressources majeures, pouvait-il réellement se soustraire à la dépendance financière mondiale? Pourtant, la contre-analyse, celle que Traoré lui-même évoquait dans ses entretiens, renversait cette logique. L'isolement, disait-il, n'est pas un danger quand il protège l'intégrité. Ce n'était pas une fermeture, mais un redéploiement. En 6 mois, les chiffres l'ont confirmé. Les échanges intra-africains ont augmenté de 20%, tandis que la part des importations hors continent reculait. Le Stillman n'était pas idéologique, il était empirique. Les institutions financières internationales dénonçaient une politique du symbole, mais sur le terrain, les effets se mesuraient. Des coopératives agricoles se formaient, des ingénieurs locaux reprenaient le contrôle de projets miniers, et les réseaux communautaires remplaçaient les anciens circuits d'assistance. Là où l'on prédisait le chaos, naissait une économie de résilience. Le second argument critique portait sur la diplomatie. Couper certains liens, affirmaient les chancelleries, c'était se priver d'alliés essentiels. Pourtant, les faits se contredisaient ces inquiétudes. Tandis que Paris gelait ses fonds, Alger, Pretoria et Addis Abeba proposèrent des coopérations directes, sans condition. En réalité, la dynamique initiée par Ibrahim Traoré provoquait une recomposition géopolitique. Moins d'alliances verticales, plus de partenariats horizontaux. Ainsi, le débat entre prudence et audace trouvait sa réponse dans la cohérence. Ce que beaucoup prenaient pour une provocation se révélait une stratégie d'équilibre. Transformer la fierté en moteur pragmatique. Le point de bascule survint sans éclat. Une phrase, 8 mots à peine, prononcée en ouverture d'un entretien. « Nous n'avons rien à perdre, sinon nous-mêmes. » Ibrahim Traoré y résumait tout un renversement. Le centre de gravité du pouvoir venait de glisser, non plus vers ceux qui donnaient, mais vers ceux qui décidaient de ne plus recevoir. Cette ligne, courte comme une étincelle, devint virale. Elle condensait la tension de ces mois. L'Afrique, lassée de s'excuser, assumait désormais de se mesurer au monde à hauteur égale. Ce n'était plus une posture morale, mais un état politique. Et ce milieu du récit marquait aussi un milieu de trajectoire, du cri au concept, du symbole à la stratégie. Car derrière les applaudissements, il y avait le basculement invisible, celui des mentalités. Des ministères se commençaient à réviser les accords d'aide, des journalistes questionnaient les conditionnalités, des économistes burkinabés calculaient les gains d'autonomie. La révolution s'était déplacée de la rue vers les chiffres, du manifeste vers le quotidien. Les effets du discours d'Ibrahim Traoré
ne tardèrent pas à se manifester dans les sphères politiques, économiques, sociales et régionales. En 4 directions, l'onde de choc se propagea avec une cohérence rare, dessinant la carte d'un continent en reconquête. Au Burkina Faso, la transformation prit d'abord la forme d'un redressement institutionnel. Les administrations locales, jadis paralysées par la dépendance aux ONG étrangères, retrouvèrent leur autonomie budgétaire. Les audits publics révélèrent une réduction de 32% des dépenses superflues liées à la coopération. En parallèle, les ministères redéfinirent les priorités: infrastructures agricoles, alphabétisation, santé communautaire. Pour la première fois depuis des décennies, le budget national fut équilibré sans aide extérieure directe. Les secteurs privés africains comprirent le signal. En Zambie, des coopératives minières se réorganisèrent pour exporter uniquement vers des partenaires reconnaissant la souveraineté africaine. Au Nigeria, des startups en énergie renouvelable prirent pour modèle la méthode Traoré: produire local, vendre continental. Le commerce interafricain bondit de 19% en 6 mois, inversant une tendance de 20 ans. L'élan le plus fort vint des jeunes. Dans les universités de Dakar et d'Accra, le Traoré Effect devint un sujet de mémoire et d'économie politique. Des collectifs de la diaspora, notamment à Londres et Montréal, levèrent devant des fonds pour des projets éducatifs sans intermédiaire étatique. La devise commune: si nous finançons notre avenir, personne ne le vendra à notre place. Cette génération, plus connectée que jamais, transforma la dignité en stratégie numérique. À l'échelle régionale, la CEDEAO dut composer avec une opinion publique unifiée. Le Mali, le Niger et la Guinée s'alignèrent sur la rhétorique burkinabé, créant un bloc informel centré sur la souveraineté. Dans le même temps, la Tanzanie, le Sénégal et le Kenya adaptèrent leurs politiques agricoles pour renforcer l'autonomie vivrière. L'effet Traoré franchit ainsi les frontières, s'étendant comme une onde de confiance. Ses conséquences, concrètes et mesurables, dépassaient la simple réaction politique. Elles incarnaient un déplacement du centre de gravité morale du continent, la dignité comme ressource, la souveraineté comme méthode. Dans ce moment charnière, l'Afrique ne parlait plus d'avenir hypothétique. Elle en construisait les fondations immédiates. À mesure que la tempête diplomatique s'estompa, les analystes tentèrent de prévoir les trajectoires possibles du moment Traoré. 3 scénarios se dessinèrent, chacun révélant un visage différent de la souveraineté africaine retrouvée. Consolidation lente. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso maintient son cap sans rupture majeure. Les programmes agricoles, déjà renforcés, stabilisent la sécurité alimentaire à 95%. Les échanges intra-africains s'accroissent, mais la croissance reste modérée, autour de 3%. L'enjeu central devient la gouvernance, transformer la ferveur populaire en institution durable. Le risque d'essoufflement est réel, mais compensé par une cohésion sociale inédite. Accélération régionale. Ici, la dynamique se propage. Le bloc sahélien consolide une alliance économique propre, attirant des investisseurs d'Asie et d'Amérique latine. Une zone monétaire commune, fondée sur les matières premières stratégiques, émerge. Le commerce intercontinental augmente de 25% en un an. Ibrahim Traoré devient alors non plus une figure nationale, mais le pivot d'une diplomatie africaine affranchie. Dans ce cas, le discours de l'ONU aurait été l'acte fondateur d'une ère: pression et fracture. Sous l'effet combiné de sanctions prolongées et de tensions internes, le modèle burkinabé pourrait s'essouffler. Les classes urbaines, plus dépendantes des importations, ressentiraient les premières difficultés. Les puissances étrangères chercheraient à exploiter ces vulnérabilités pour restaurer leur influence. Le danger ne serait pas la chute, mais la fatigue. Pourtant, même ce scénario contiendrait une graine d'irréversibilité. La conscience née du sursaut ne s'efface pas. Ces 3 chemins convergent vers une même conclusion. Qu'il s'agisse de consolidation, d'expansion ou de résistance, le paradigme a changé. L'Afrique a cessé de s'excuser d'exister.
elle choisit désormais la direction de son mouvement. Et si, finalement, le risque n'était pas de se tenir debout, mais de rester à genoux? À mesure que les mois passaient, le discours d'Ibrahim Traoré cessait d'être un événement pour devenir un repère. Dans les écoles, les professeurs invitaient les élèves à débattre de la dignité comme d'une valeur civique. Dans les marchés, les femmes parlaient d'économie et de fierté dans la même phrase. La politique redevenait affaire de quotidien. Ce phénomène toucha 3 cercles essentiels. Le premier, celui des jeunes, trouva dans l'exemple de Traoré une preuve concrète qu'un leadership africain sans compromis était possible. Les réseaux sociaux africains, souvent dominés par des récits importés, se remplirent de vidéos, de poèmes et de créations évoquant la souveraineté comme mode de vie. Le second, celui des travailleurs, redécouvrit le sens du collectif. Les coopératives agricoles, les artisans, les petits commerçants se reconnurent dans une idée simple. L'indépendance commence là où l'on décide de produire, sans attendre l'approbation d'autrui. Enfin, le troisième cercle, celui de la diaspora, transforma l'émotion en engagement. À Paris, Montréal ou Abidjan, des communautés créèrent des fonds d'investissement citoyens. Chaque contribution, si modeste soit-elle, portait un message. L'Afrique ne se reconstruit pas depuis l'extérieur, mais à travers un lien vivant entre ses enfants. Dans ces gestes dispersés se lisait un écho unique. La fierté n'était plus seulement une émotion, elle devenait une méthode. Pour transformer l'élan en structure, Ibrahim Traoré et son équipe mirent en place une feuille de route méthodique, divisée en 5 étapes claires. Ainsi, réaffirmer la souveraineté budgétaire. Tous les projets financés par des partenaires étrangers furent audités. 42% d'entre eux furent réorientés vers des priorités locales, notamment l'agriculture et l'énergie. Ainsi, bâtir une autonomie énergétique. Le pays lança un plan solaire couvrant 60% des besoins d'ici 3 ans, avec des ingénieurs exclusivement burkinabés. Ainsi, ancrer la souveraineté culturelle. Les écoles publiques révisèrent leurs programmes pour inclure l'histoire africaine contemporaine et les figures oubliées du panafricanisme. Ainsi, mutualiser les ressources avec les voisins. Un fonds sahélien commun vit le jour, dédié aux infrastructures régionales, routes, télécommunications, recherche agricole. Ainsi mesurer les progrès par des indicateurs de dignité, dépendance réduite, alphabétisation accrue, satisfaction communautaire. Chaque étape fut confiée à un organe mixte civil-militaire, sous contrôle public. Ce choix, souvent critiqué, traduisait la volonté d'éviter la confiscation du processus par une élite bureaucratique. La souveraineté ne se délègue pas, elle se pratique, répétait Traoré, rappelant que l'indépendance ne serait réelle que si elle devenait mesurable. Cette méthodologie, sobre mais précise, fit école au-delà des frontières. En Tanzanie, au Sénégal, en Zambie, les gouvernements reprirent le modèle d'évaluation par résultats concrets. La révolution cessait d'être un cri, elle devenait une grille d'action. Lorsque les projecteurs se sont éteints et que la foule s'est dispersée, Ibrahim Traoré est resté un instant seul sur la scène de la place de la Révolution. Le vent soulevait les drapeaux, les tambours s'étaient tus, mais un murmure persistait, celui d'un peuple qui venait de se reconnaître. Il ferma les yeux, se souvenant de Thomas Sankara, du serment silencieux qu'il portait depuis le début, ne jamais trahir la dignité comme héritage. Autour de lui, la ville s'apaisait. Les lampadaires diffusaient une lumière douce sur les visages fatigués mais fiers. Les femmes rentraient avec leurs enfants, les soldats saluaient sans protocole. Tout semblait ordinaire, et pourtant tout avait changé. Ce soir-là, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, seulement un pays debout. Et dans ce calme vibrant, il comprit que sa mission n'était plus seulement de gouverner, mais de transmettre. La liberté, se dit-il, n'est pas un discours. C'est une contagion. Aujourd'hui, l'écho du discours d'Ibrahim Traoré résonne encore, non comme un souvenir, mais comme une invitation. Ce n'est plus l'histoire d'un seul homme, mais celle de millions de voix refusant de s'excuser d'exister. La dignité n'est pas un drapeau, elle est une pratique quotidienne, dans la manière de parler,
de produire, d'éduquer, de choisir. Chaque citoyen, où qu'il soit, peut prolonger cette voie dans un atelier, une salle de classe ou un simple échange de regards. L'Afrique n'a pas besoin d'un miracle, elle a besoin de constance. Et si le monde nous observe, qu'il voit autre chose qu'une résistance, une renaissance. Alors, la question n'est plus « quand se lèvera-t-elle » mais « comment la suivrons » Nous, parce que depuis Ouagadougou jusqu'à Port-au-Prince, un même souffle s'élève. Nous ne nous excusons plus d'exister. Nous vivons, nous parlons et nous écrivons enfin notre propre histoire. Soir.